Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komoribi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Donc mon émission hebdomadaire où on parle des différentes lectures et différents visionnages que j'ai pu faire courant de la semaine qui vient de s'écouler. L'épisode précédent est sorti il y a 27 jours, ce qui paraît plutôt gigantesque pour une émission hebdomadaire. Encore plus en période de rattrapage, parce que quand j'ai démarré l'émission, j'avais déjà quelques épisodes à créer. Actuellement, j'ai 6 semaines que je dois traiter, parce qu'on est actuellement à la semaine 35, donc l'épisode sur la semaine 34 est censé sortir le dimanche qui arrive, 31 août, et ici c'est l'épisode de la semaine 29, ce qui fait que c'est 7 mangas et une série que j'ai lu ou vu entre le 14 et le 20 juillet. Normalement, je suis plus court sur les mangas, là je le serai sans doute encore plus parce que ça sera pas très frais dans ma tête, on va pas se le cacher. Mais ouais, j'ai peut-être mal choisi mon timing pour faire ça de manière plus régulière. Parce que sur ma mission actuelle au boulot, je suis passé à mi-temps sur 2 postes différents, chacun avec beaucoup de petites missions dans tous les sens. Donc ça fait des journées très chargées où ça tasse les 2 journées de 2 personnes qui étaient là avant en une seule journée. Pour l'instant, il n'y a pas de tâches qui ont été retirées. Ça se fait parce que courant août, il y a moins de monde et donc c'est quand même moins embêtant. Mais bon, bah là, ça recommence un peu à prendre l'activité, ça me prend du temps. Et quand j'ai passé la journée à faire plein de tâches, à faire 2 métiers différents, j'ai peut-être moins envie de me lancer dans un troisième métier, je sais pas. Encore plus quand il fait chaud comme ça, que c'est cool de profiter de l'extérieur, malgré le fait que les moustiques m'exterminent la gueule. Et que c'est cool de faire quelques sorties avec les potes, notamment les sorties sportives dans tous les sens. Escalade, acrobranche, salle de jeu type Ninja Warrior, Fort Boyard, Koh-Lanta. Bref, il y a eu pas mal de trucs qui m'ont pris du temps. On va essayer de reprendre ça tranquillement. Parce qu'actuellement, j'ai 3 épisodes dont j'ai les mini-critiques qui sont écrites. L'épisode d'aujourd'hui avec 8 œuvres, celui de la semaine 30 avec 4 œuvres, celui de la semaine 31 avec 6 œuvres, et après il me restera 3 semaines dont j'ai rien écrit encore. La semaine 32 avec 10 œuvres, la semaine 33 avec 3 œuvres, et la semaine 34, j'en ai noté que 2 pour l'instant, mais ce que j'ai pas noté, ce que j'ai découvert courant du week-end. Il faudra que je me mette à jour et on verra. Mais bref, j'espère pouvoir enregistrer un petit peu aujourd'hui. Au moins cet épisode-là en entier. Peut-être au moins un autre. Que ça, je pourrais faire le montage et la mise en ligne un peu plus quand je veux. C'est vraiment le tournage que je trouve long et compliqué à se lancer dedans. Mais une fois que c'est lancé, c'est bon, on est parti là. Mais bref, ouais. Encore une fois, j'espère qu'on va pas mal enchaîner les épisodes pendant un petit temps, histoire de se remettre à jour, de passer un hebdomadaire et de voir si ce format-là est fonctionnel dans mon rythme de travail, dans mon rythme de vie, avec moi, quoi, parce que j'ai l'impression d'avoir du mal à être régulier. Je sais pas, un petit truc comme ça que je croise depuis que je suis Komorebi en 2019. Hein. D'ailleurs, le week-end dernier, c'était les 6 ans de live qu'on n'a pas fêté parce que ça fait 3 mois que j'ai pas live. Mais t'inquiète, hein, là, d'ici mon anniversaire et mes 25 ans, le 31 août, on sera full à jour sur les vidéos et sur les lives, là ça va être trop bien. Bref, on arrête les plans sur la comète, on a des épisodes à bosser. Content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des œuvres dont je parle dans cet épisode, à me parler de quelques trucs que vous avez découverts récemment. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu le volume 10 de Tales of Demons and Gods, donc Todag pour les intimes, ce qui est quand même plus pratique.
Je suis plutôt passé à côté. Je trouve ce rattrapage de Todag pas toujours des plus passionnants. Et c'est dommage parce que c'est le tome 1 qui m'a été offert à un de mes anniversaires par un de mes amis. Donc bah c'est cool, tu vois, ils me donnent un peu de leur culture, de ce qu'ils aiment, et ils me font partager. J'essaie de suivre la suite et c'est pas exceptionnel. Je maintiens qu'en format un peu régulier, à juste scroller sur ton téléphone, c'est pas trop mal. Mais alors, à lire un tome d'un coup, et même plusieurs tomes d'un coup, parce que je suis en phase de rattrapage, donc j'en ai genre 3-4 par mois quasiment. Et beaucoup plus en août, parce qu'il y a très peu de sorties manga, donc j'ai de la place dans mon budget manga. Et donc, c'est 7 tomes, je crois, de Tolag, quasiment, ce mois-ci, il sort être à jour. Ça va faire beaucoup. On voit une grosse pile ici. Mais c'est parce qu'il y a ceux de juillet et de août. Parce que j'ai trouve le tome 15 et les tomes 17 nulle part. Donc ben, pour l'instant, la lecture est bloquée. Donc gros embouteillage d'Autodag ici. Mais je suis pas en manque de lecture, quoi qu'il arrive, parce que pile à lire manga ici, avec 2 rangées derrière, pile à lire roman ici, qui est pour toute la rangée. Je suis pas en reste. Bref, c'est pas du tout le sujet. Dans ce volume 10 de Todag, notre personnage principal va dans un exercice qui est une sorte de bulle du passé dans lequel il peut se déplacer tranquillement. Il y va pour sauver sa camarade de classe. Il rencontre surtout un ancêtre à lui. Et les deux se confrontent parce que, ben, évidemment, c'est deux générations très différentes. Et notre personnage principal est très sûr de lui, et très sûr des changements qu'il apporte. Donc, ben, il montre que l'époque a changé, que lui peut gagner facilement, qu'on peut lui faire confiance, et qu'il a juste à le suivre finalement s'il veut pouvoir vivre plus. Et pour ce qui était juste un petit entraînement dans une petite bulle temporelle, il récupère quand même pas mal de bonus. De la reconnaissance et de l'appréciation de sa pote, un ancêtre qui peut lui apprendre pas mal de choses sur l'histoire et lui apporter du soutien particulier, de la confiance en lui-même, des nouveaux pouvoirs je crois aussi. C'est toujours beaucoup, c'est toujours très simple. C'est le genre de truc qui se passe bien en petit à petit parce que tu fais waouh, gros flash, gros power-up d'un coup. Là, en enchaînant tout, ah, encore un power-up, c'est pas mérité et c'est pas intéressant. Et derrière, notre petite bande, donc notre personnage principal et ses potes, se font attaquer par des brigands qui passaient par là. Et entre lui qui est trop fort et ses potes qui commencent à maîtriser les esprits qu'il leur a offerts, ben il n'y a pas spécialement de résistance. Et donc ça raconte pas grand chose. Et c'est les deux seuls points que contiennent réellement ce tome, et c'est pas grand chose. C'est pas spécialement le top de la lecture quoi, et c'est pour ça que je l'ai mis en D. Et finalement, j'ai même trouvé ce volume-là un peu long. Alors que jusque-là, c'était pas passionnant, il y avait pas mal de sujets où ça enchaînait bien, donc ça s'est fait plutôt de manière rapide et fluide. Celui-là est un peu longué, assez étonnamment, parce que du coup ça reste la même taille que les autres, hein, mais... À moins que je parlais du manga au global qui était long maintenant. Personne ne peut savoir ça. Vu que j'ai écrit lecture efficace par contre. Donc ouais, c'est le manga qui doit devenir bien long dans sa forme et dans ce qu'il raconte, alors que le volume se passe bien quand même. Ouais, pas le pied donc. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre le son spécial pour les notes en D pour le volume précédent. C'est pas très grave, on va pas s'en passer je pense, ce sera assez basique. Et oui, donc j'ai enchaîné avec un autre tome de Todag et bah c'est la même note parce que on a toujours les mêmes soucis qui se répètent d'un volume à l'autre. Notre personnage principal, donc Nieli, peut-être vraiment je vais retrouver son nom et le prononcer quoi, et m'en servir. Il affronte son beau-père, parce qu'évidemment c'est comme ça que fonctionne l'amour. Il se rapproche de celle qu'il aime, qu'il a aimée dans sa vie précédente. Le problème c'est que ben, pour le père, ça fait peut-être beaucoup à recevoir d'un coup, parce que c'est pas forcément un maxi bon parti. Enfin, du moins, il le sait pas encore.
Et donc, et puis même, c'est un bon parti, il veut pas voir partir sa petite fille comme ça d'un coup. Voilà, c'est compliqué, donc ça se bat de manière un peu naze, comme des enfants entre deux. Et au final, Nieli finit par gagner sa place dans leur maison pour pouvoir y vivre de manière générale avec sa petite sœur et y dormir, quoi, normal. Ils sont mignons tous les deux, mais le père est plutôt chiant, il est ouvert à rien, il fait que se plaindre, il fait que être méchant. Et voilà, c'est tout ce que contient le volume, ce qui est encore plus léger que le volume précédent, j'ai l'impression. Et effectivement, sur les premiers volumes, je me plaignais qu'il n'y avait pas de difficulté pour Nieli. Et là, techniquement, il en a, parce qu'il n'est pas accepté directement, que le beau-père le refuse et qu'il doit essayer de le convaincre en lui montrant qu'il est trop fort. Le problème, c'est que ça en fait pas des difficultés particulièrement intéressantes à lire et à approfondir sur les personnages. Et surtout, il n'est pas spécialement en danger. Hein. Si le beau-père s'intéresse pas à lui, je pense qu'il y a quand même moyen de draguer la fille par-ci par-là, quoi. Ce qui me dérange le plus avec ces lectures, c'est que c'est extrêmement dommage. Avec un scénario comme ça, d'un mec qui a récupéré pas mal de pouvoir par lui-même, donc pouvoir politique, pouvoir magique, pouvoir social, et pouvoir monétaire dans sa vie précédente, et le voir essayer de s'en servir pour améliorer sa vie suivante après un gros échec, ça peut être super intéressant. Tu peux le voir magouiller dans tous les sens, affronter des difficultés, mais de manière assez détournée et assez maligne. Et au final, on n'a pas grand-chose. Et on a un rythme sacrément con et pas très agréable à suivre. C'est trop dommage. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de Whisper in the Dark. Et c'est sympa, c'est très original, c'est agréable à suivre. Il s'agit d'un manga français, ou francophone du moins, je connais pas sa nationalité par cœur, créé entièrement par Angel MJ, qui est un dessinateur que j'ai découvert à l'époque où il faisait des fan-made, donc avec des dessins animés et des chansons sur SLG, sur Unknown Movies, quelques chansons perso et quelques speed painting précisément. Et bon, ça fait un moment qu'il poste plus ce genre de trucs et qu'il bosse plus dessus, assez logiquement. Mais j'ai continué à suivre de loin ce qu'il faisait, et il a fini par sortir un manga qu'il fait financer à chaque fois. Le volume 1 est sorti il y a un petit moment maintenant, et je l'ai seulement lu une seule fois quand je l'ai reçu. Donc j'étais pas non plus particulièrement à jour et très frais sur les personnages et sur l'univers. Mais c'est plutôt original et agréable à lire. Hein. J'avais, comme je viens de le dire, plus du tout ni les personnages, ni l'univers, ni rien du tout en tête. Parce que le tome 1 remonte à un sacré moment. Mais bon, on peut prendre ce volume à part et très bien s'en sortir finalement. Parce que ça brasse de pas mal de sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'allais dire dans le monde du manga, mais pas que. Je pense que c'est des sujets qu'on voit pas si souvent que ça. Ça parle de célébrité en tant que vie chanteuse. C'est comme les VTubers, t'as un personnage qui chante alors qu'il déteste sa voix, parce que ça ne lui correspond pas. Et donc, pour chanter et pour assumer ça plus facilement, c'est créer un personnage de toute pièce. Donc c'est intéressant de voir comment on peut vivre la célébrité quand ta voix est célèbre mais que le reste, personne ne le connaît, tu vois. C'est intéressant parce que ça met le personnage en difficulté de pas assumer sa voix et le force à aller vers un pacte qui a forcément des grosses conséquences assez graves derrière, et c'est plutôt
original. Et oui, c'est un message commun, en gros, de dire que une de tes faiblesses, parce que c'est techniquement une voix beaucoup plus aiguë que le laisse penser ton physique, on peut appeler ça une faiblesse, dira-t-on, et voir comment on peut s'en servir pour en faire quelque chose de positif au final. Et ouais, c'est des sujets qu'on voit pas souvent, qui sont en plus plutôt bien traités, donc ça fait plaisir à lire. La narration est particulière par contre, ou alors je suis un énorme ahuri, je ne sais pas trop, parce que il y a des flashbacks, à un moment on fait des petits allers-retours dans le temps pour expliquer une situation, mais j'ai pas trouvé ça clair du tout, les moments où on passait d'un flashback à un temps réel, et j'étais un petit peu perdu, en question en mode, mais pourquoi est-ce qu'on parle de deux sujets aussi différents en même temps, sans tilter qu'il y en a un, c'est juste un flashback de l'autre pour expliquer. Alors, je sais pas si je suis devenu très con, mais je lis quand même pas mal, et généralement, j'arrive quand même à comprendre l'ordre des choses et l'idée de narration. Là, j'ai été... Est-ce que c'est juste que là aussi, la narration est originale par rapport à ce que je connais, et juste une question d'habitude? Ou est-ce qu'il y a eu des petits ratés? Je ne sais pas trop. Mais surtout, au final, on a pas mal de suspense pour la suite, pour l'univers et pour les personnages. J'aimerais bien voir la suite assez vite pour rester dedans et être embarqué au fur et à mesure des tomes et ne pas oublier, donc être plus pris. Parce que là, le tome 2 est sympa, mais en ayant plus le reste en tête, ça aurait été peut-être mieux et plus rapidement efficace. Donc j'aimerais bien voir la suite rapidement, mais ça c'est compliqué quand t'es entièrement en solo de bosser extrêmement rapidement. Ensuite, j'ai lu le volume 18 de Sakamoto Days. Un volume bien bourrin, bien bébête, mais bien efficace. Tout le volume est centré sur la grosse attaque dans le musée, avec la bande de Slur, en visant le président de la JCC si je ne m'abuse, et avec la bande de Sakamoto qui essaye de protéger les civils, le président, et de déjouer l'attaque. Donc gros sujet, grosse baston possible à l'évident. Effectivement, le propos est globalement limité, à part l'idée de la fausse mort au début du volume, mais qui est bien menée pour qu'on y croit un peu. Parce que vu les personnages en présence, c'est compliqué de se dire « Ah, ils ont perdu et ils sont morts carrément », mais c'est bien mené, c'est malin, ça colle aux personnages impliqués. Et surtout, on a le propos plus intéressant du volume, qui est autour des retrouvailles entre Amane et Shishiba. Parce que c'est quand même plutôt un gros sujet. Parce que Shishiba a tué le père de Amane. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. En fait, il l'a sauvé, il l'a mis de côté et personne ne sait où il est. Mais ouais, c'est des gros sujets sur le carreau depuis un petit moment et ça peut être important à traiter. Donc ça, c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Et même la fin du volume se termine par d'autres retrouvailles qui peuvent être difficiles. Parce que quand Sakamoto a retrouvé cette personne, c'était compliqué, vu à quel point ils sont liés. Alors maintenant, c'est au tour de Nagumo, ça va être compliqué aussi. Même s'il a l'air moins sensible en sentiment, au global, Nagumo. Et pourtant, malgré le fait que c'est plutôt léger niveau propos et niveau truc vraiment intéressant sur les personnages, je trouve le volume très prenant et qui se lit trop bien. Grâce à ces combats tout bêtes. J'aime beaucoup le combat avec le personnage présent sur la couverture, qui a pas mal d'idées à nous présenter. L'assassin ici présent veut tout faire en lien avec le sport, tous ses coups c'est en lien avec des sports différents, il respecte les règles des sports, veut pas faire de fautes, tout ça c'est plutôt rigolo. J'aime bien l'idée que tous les personnages, tous les assassins du moins, ont une particularité comme ça, un focus très précis, très bête, mais qui en font toute leur saveur, qui peuvent les rendre difficiles à appréhender, mais leur créer de sacrées faiblesses une fois qu'on peut rentrer dans leur jeu. Et en plus de ça, on a un power-up qui arrive pour Shin, qui est très bien mis en avant, qui est littéralement le personnage principal de l'œuvre de très loin depuis un petit moment.
et qui avait besoin d'une petite mise à niveau. Donc c'est cool de la voir, parce que ça vient en se confrontant contre des gens très forts, en étant plein de détermination et en n'abandonnant pas, donc c'est pas non plus sorti du cul. Et même sur les autres personnages avec des combats plus rapides, on a un beau panel de choses dans tous les sens, avec du magnétisme, du sport, des jeux vidéo, des éléments, des trucs classiques bien mis en scène, des trucs assez intéressants et nouveaux, extrêmement bien mis en scène. C'est très bien, mais pas mémorable, ça reste de la bataille. Mais c'est sans doute les meilleures batailles que j'ai jamais vues, alors que c'est un truc qui me plaît pas beaucoup de base. Donc pour que ça soit aussi haut, c'est que c'est réussi. Mon œuvre préférée de cette semaine-là était donc le volume 22 de Undead Unluck. Il trust assez souvent les meilleures œuvres de toute façon de la semaine dans laquelle je le découvre, parce que c'est un manga que j'apprécie grandement. Il y a eu un petit ventre mou dans le début de cette deuxième grande partie, donc depuis le tome 16, parce qu'il y a moins de difficultés, que ça glisse tout seul, à croire que c'est le problème de tous les mangas où un personnage passe dans un nouveau monde et où il essaye d'utiliser toutes les connaissances qu'il a acquises dans le monde précédent. Ça rend les choses un poil simples et pas passionnantes. Heureusement, les autres personnages étaient cool. Et là, on commence à entrer un peu plus dans la difficulté, donc dans le vif du sujet, et à rendre les personnages plus intéressants. Parce que, des personnages dans un monde tout lisse où tout leur sourit, c'est limité. Alors que là, dans un monde en évolution qui leur veut bien du mal, faut évoluer. Et surtout, on a enfin le droit à de la vraie nouveauté dans ce volume-là. Parce que jusqu'ici, on a récupéré des personnages soit qu'on connaissait bien et qui n'ont pas beaucoup changé, soit qu'on connaissait bien et qui ont un peu changé, soit qu'on connaissait pas parce qu'on nous a pas présenté et qu'on a très peu vu l'Under. Donc voir s'ils ont changé ou pas, c'était compliqué. Et là, on récupère quelqu'un qui a changé à 100%. Le personnage était celle qui portait les boucles jusqu'ici, c'est plus elle, et donc c'est intéressant de voir absolument tout ce qui a changé, hein, sa famille, son style, son caractère, plein de choses. De voir qu'au final ça reste le même personnage quand même, c'est extrêmement bien mené, ça fait plaisir de voir du changement dans ce genre-là. Derrière, on a Andy qui apparaît un peu plus depuis le volume précédent et depuis qu'on sait où il est et ce qu'il fait, qui se sent prêt à lancer deux des grands maîtres des règles, donc les adversaires très puissants. Il se sent prêt à en libérer deux, à les lancer sur ses potes et qui a confiance en leurs capacités. Et justement, on a directement ce sujet-là, ça marche bien, parce que le prochain objectif et la prochaine personne à récupérer, il s'agit de Top, donc Unstoppable, si je ne m'abuse. Et Fuko, Top et Ishin sont en train de s'appréhender, de se découvrir, de se récupérer. Il y a beaucoup de sujets qui apparaissent. La confiance envers les autres, envers soi-même, la loi du plus fort, la solitude. Il est prêt à tout pour sauver sa mère malade, si je ne m'abuse, mais fait ça tout seul, à juste courir partout pour faire des missions, même si c'est des missions dangereuses, à s'acoquiner de n'importe qui pour récupérer de l'argent si possible. C'est des sujets intéressants, qui rendent les personnages particuliers et assez profonds, et qui ont une résonance très intéressante avec Beast, ici présent. Et c'est cool de voir un ennemi qui répond bien au personnage. Et ça serait cool d'avoir un combat comme ça pour tous les maîtres des règles, avec un propos intéressant sur la confrontation de pouvoir, et sur la confrontation d'idées. Parce que dans le monde animal, effectivement, la loi du plus fort, la solitude et la confiance aux autres, c'est des gros sujets. Donc ouais, ouverture de tome Mimi, fin de tome très intéressante. On a un gros sujet sur les âmes qui commence à être teasé et à arriver dans la tête de Foucault. Que demander de plus ? C'est très clairement le meilleur volume de cette partie. À n'en point douter. Comme disent les jeunes qui ont un caractère
qui ont un vocabulaire qui leur correspond pas du tout. Ensuite, j'ai lu, avec grand plaisir, le volume 21 de A Couple of Cuckoos. C'était pas intéressant du tout. Le sujet principal, comme l'indique la couverture, mais c'est pas toujours le cas, il s'agit du personnage de Saki, au moins au début du volume, parce qu'il y a un gros sujet en cours avec elle, qui est que si elle arrive bien ses examens et qu'elle arrive à rentrer dans l'école de Nagi, elle se proposera pour sortir avec lui. Donc on nous fait de très longues pages de suspense en mode oh elle nous dit pas les résultats, c'est qu'elle doit pas avoir réussi, qu'elle doit être trop triste et qu'elle doit pas assumer. Alors qu'en fait elle est juste trop forte et est en train d'en profiter ailleurs. Donc comme elle a réussi, on va partir sur le début peut-être de la relation entre le frère et la sœur, ce qui est pas du tout quelque chose que je veux voir parce que c'est très bizarre. Donc Nagi se met à stresser parce qu'il a peur que la demande arrive et qu'il sache pas quoi répondre. Parce qu'elle est mignonne, mais c'est sa sœur. Mais en même temps, il peut pas briser les sentiments que ça. En même temps, est-ce que lui voudrait. En même temps, c'est sa sœur. On maintient. Et finalement, il annule sa demande. Mais non! On nous fait monter la pression pendant 1 tome et demi. Ça prend du temps, ça fait. Tous les personnages posent des questions. Pour au final, qu'il ne se passe rien. Ou que ça revienne en arrière. Imagine, c'est ça depuis 21 tomes et il n'y a pas eu la moindre évolution. Ensuite, c'est la Saint-Valentin. Toutes ces meufs lui offrent du chocolat. Il mange le chocolat dans un ordre précis. Donc, il y en a qui se posent des questions en mode quoi? Il mange mon chocolat en dernier? Il me déteste ou quoi? Et en fait, ça raconte rien parce que c'était juste au niveau de la conservation. Youpi! Et ensuite, il y a eu des éléments que j'ai bien aimés. Et c'est des éléments qui ne traitent pas du tout de l'amour et de la relation avec ses copines. Parce que Saki n'a pas l'argent qu'il faut pour pouvoir payer ses études, parce que ses parents sont restaurateurs et qu'ils ont déjà payé pour Nagi. Et donc le père Amano est prêt à leur faire un prêt, parce que il est sympathique et veut que la famille dans sa globalité puisse être heureux. Mais Nagi souhaite le rembourser parce qu'il veut rien lui devoir et va donc bosser pour lui dans une auberge, faisant donc appel à la compagnie de son père et à la restauration de ses parents. Il est très fort, malgré le fait que c'est censé être difficile et que c'est censé le broyer. Donc c'est rigolo de le voir surpasser ça. Et être en difficulté quand même parce qu'il a le mal du pays. On se demande bien ce qui peut lui manquer dans son quotidien. Peut-être 4 meufs qui font des allers-retours entre je t'aime de fou et rien. On sait pas. Voilà. Et au final, dans le volume, j'ai bien apprécié la confrontation avec le père Amano et les modalités de l'acceptation. Mais le volume au global est pas bien rempli. Fait marche arrière comme d'habitude et c'est très chiant. Ensuite, j'ai lu le 24e et antépénultième, si je ne m'abuse, volume de My Home Hero. Ça fait encore du délayage pour la fin et la conclusion. Ça fait quelques volumes qu'on a des flashbacks et des explications dans tous les sens pour combler le trou de 7 ans entre les parties 2 et 3. On a eu un focus sur Tetsuo et sa peur de voir Kubo arriver, un focus sur Shino et sa cavale pendant 7 ans, et là on a un focus sur les 2 jeunes du village qui ont lancé cette partie, dira-t-on. Alors oui, ça explique bien des choses, ça explique comment les dessins de tout le monde se sont entrecroisés, comment les gens ont mal vécu ces 7 ans, ont voulu conclure ça, et se sont tous embriqués les uns les autres pour essayer de conclure tous ensemble. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et qui a été ouvert un peu difficilement avec la partie 2, qui ajoutait beaucoup de personnages qui tournaient tous partout dans tous les sens. Alors que la partie 1 était quand même très claire et efficace, la 2 était très ouverte et a eu quelques ventres mous, et une bataille bien longue à la fin. Et celle-là, j'aime beaucoup. Conclusion finale, beaucoup de conséquences sur ce qui s'est passé avant, beaucoup de pièges dans tous les sens, et les confrontations finales qui pour l'instant sont rapides et efficaces. Et donc tout ce que fait
Tetsuo, depuis un petit moment, c'est un plan pour pouvoir piéger Shino, qui est donc le dernier adversaire qui lui reste depuis un petit moment, mais qui se cache beaucoup parce que c'est pas un homme de terrain. Donc c'est intéressant de voir que le piège semble se bloquer à bon port. Et surtout, Tetsuo n'était pas seul dans son plan. Il a toujours son homme dans la chaise, là, le geek qui l'aide de loin et qui fait pas mal de choses. Mais il avait également les deux jeunes du village avec eux. Avec eux. Et c'est fou qu'il ait réussi à utiliser à bon escient un village dans lequel il a foutu autant de merde et qu'il détestait à ce point à la base. C'est cool à voir. J'aime beaucoup le style de Shino. Il est globalement pas très sûr de lui, pas très efficace en grand chose. Et donc il tente tout et n'importe quoi pour survivre et ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Des losers, même pas spécialement magnifiques, mais qui essaient quand même à fond, ça me plaît beaucoup dans l'idée. Et ouais, il fait le plan facile d'essayer de monter les gens les uns contre les autres, d'autant plus que sont censés être dans des camps différents à la base, et qui semblent vouloir un peu se trahir l'un l'autre déjà de base. Mais ouais, apparemment ça va pas bien marcher, parce que quand on voit le flashback des deux jeunes après, qu'on voit qu'ils ont littéralement tout appris tout seuls, tous les deux, alors qu'ils étaient très jeunes il y a 7 ans, qu'ils ont tout appris dans les échecs, dans la trahison, tout ça pour de la vengeance pure et dure, alors que le reste du village a laissé couler, a fait avec, et que eux sont juste partis en mode pure vengeance. La fille était devenue folle et un peu obsédée, il fallait absolument tuer. Et le mec à qui a été promis, parce que le village est encore dans ses promesses de mariage faites par les parents, son seul plan, par amour, au lieu d'en parler à quelqu'un, d'essayer de l'apaiser, de l'aider par le dialogue ou par autre chose, elle se dit « Ok, je t'aide à fond, je te protégerai, mais je t'aide à fond dans ta vengeance, on y va. » C'est très intéressant, et c'est cool d'en savoir un peu plus sur eux, vu qu'ils vont être importants dans les 2 derniers volumes, je suppose. Et surtout, en fait, c'est eux qui ont lancé la merde dans cette partie 3. On se disait, c'est Kubo ou Shino qui ont fait chier Tetsuo, et donc c'est un truc de défense entre eux, même si du coup Tetsuo était prêt. Et en fait, tout ça s'est lancé parce que ils avaient pas de nouvelles de Kubo, ils savaient pas comment le retrouver. Ils se sont dit, qui est-ce qui est trop fort? Tetsuo, viens, on lui fait des crasses horribles en disant que c'est Kubo, et après ils s'emmerdent les uns les autres, et nous on en profite à la fin pour tuer celui qui nous intéresse. C'est très cool, c'est une bonne lecture globale, et ça montre toujours les conséquences de ce qui s'est passé avant, et j'aime beaucoup la fin de ce thriller. J'ai pas toujours été aussi passionné, mais franchement, moi la fin j'aime bien. Et tout ça, évidemment, poursuivi par Reika, qui veut faire tout son possible pour arrêter son père, qui fait quand même bien de la merde depuis un moment, alors que tout ça à la base c'était juste pour la protéger elle. Plus que 2 tomes, je suis dedans. Et enfin, j'ai vu la saison 2 de Squid Game. J'avais un peu peur parce que ça n'a pas eu bonne presse, que c'est pas le genre de série pleine de succès et plutôt sympathique qui fonctionne bien sur un 2e tour. Mais j'ai trouvé ça plutôt bien. Est-ce que c'est parce que c'était effectivement plutôt bien? Ou est-ce que c'est parce que j'avais aucune attente personnelle sur la série, à part le truc que je savais qui était, c'est nul. J'aime beaucoup les 2 premiers épisodes. En même temps, je sais pas si vous le savez, mais moi je suis un homme de préparation et pas d'action pure et dure. Parce que ces 2 épisodes qui sont avant les jeux dans la vie de tous les jours, même si du coup il y a quand même quelques organisateurs par-ci par-là, et qui sont intéressants sur les conséquences du premier jeu, à la fois pour les organisateurs et pour Gi-Yoon. Et j'ai écrit 2 persos seuls. Ouais, parce que finalement, on fait pas que suivre Gi-Yoon et sa recherche de l'île. On suit aussi le policier qui s'en remet, qui est toujours obnubilé par cette histoire et qui à la fois a plus trop le pouvoir de s'y intéresser. On suit
une petite dame qui travaille et qui est très fan de la fille d'un de ses clients qui essaye donc de l'aider. Et derrière, sur les autres épisodes de la saison, on part sur une nouvelle salve de jeu avec tout un nouveau groupe. On a 2 Marines, dont un qui est pote avec Gi-hun. On a l'organisateur du jeu. On a une femme qui n'était pas femme à la naissance. Oula. Une femme enceinte. Une mère et son fils, qui sont vraiment mes personnages préférés de la saison. Je les trouve hyper attachants parce que on se répète d'une œuvre à l'autre, mais le fils c'est un sacré loser. Et donc la mère est là pour essayer d'aider son loser de fils, pendant que le loser de fils est là aussi. Donc c'est compliqué de se dire que les deux vont s'en sortir. Et on a déjà vu des gens qui se connaissent dans le jeu et qui donc ont un poids supplémentaire à porter. Mais quand c'est ton fils ou quand c'est ta mère, c'était touchant. Parce que ouais, il y a 3 jeux dans cette saison. Le 1 et 3 Soleil qu'on connaît, donc on n'a rien à dire dessus. Le Pasathlon, que je trouve très cool. Ils sont attachés par les jambes à 5. Et les quelques groupes qu'on voit avec des personnages qu'on connaît dedans, comme c'est prenant, j'aime beaucoup le suspense, j'aime beaucoup comment c'est filmé, j'aime beaucoup l'énergie globale, j'aime beaucoup le fait que c'est genre plein de petites étapes où chacun est tout seul mais accroché aux autres en chronométré, c'est très cool à voir, ça marche trop bien. Et le jeu du manège derrière est pas trop mal aussi, où il faut donc tourner son petit manège qu'on voit sur l'affiche actuellement, et ensuite aller dans des petites pièces séparées tout le long de la pièce, en fonction du nombre de personnes qui est indiqué par les organisateurs. Pas plus, pas moins. Et ouais, il n'y a pas eu de drame sur aucun des 3 jeux, avec littéralement aucun personnage connaît qui meurt, donc ça passe au calme. Mais il y a eu des belles scènes de suspense, c'est prenant, c'est dur de quitter l'écran des yeux, ça marche bien, et j'ai quand même eu un petit peu de drama et un peu cool, et les petites larmes, avec la mère et le fils dans le manège, alors qu'il n'y en a aucun des deux qui est fini après. Juste, ils ont un peu de difficulté et ils sont trop touchants ensemble, je les aime trop. Et derrière, il y a... Tout ce temps-là, il y a Gi-hun qui essaye de faire en mode je connais les jeux, on va s'en sortir ensemble, puis faire une révolution. Il finit par être prêt pour la révolution à la fin des 3 jeux. Il part attaquer le complexe avec quelques autres camarades et plein d'armes. Et derrière, il y a un épisode entier avec que du tir en tous les sens, de manière très vide et très peu intéressante. Ouais, trop bien. Tout ça pour finir sur un gros échec et arrêter la saison là, qui n'est pas une fin de saison du tout. Je sais pas pourquoi ils ont pas assumé que la saison 2 et la saison 3 n'étaient qu'une seule saison qu'ils ont divisée en 2 parties. Il y a plein de saisons qui sont en 2 parties, donc pourquoi ils sont pas juste assumés plutôt que faire non mais c'est 2 saisons différentes, rien à voir. Il y a une grosse différence narrative entre cette partie-là et la partie 2. Mais c'est la même vague de jeu. Donc c'est une saison complète, carrément. Et en partie, ça fait le découpage quand même. Partie révolution là, et partie conséquence de l'échec après. J'ai bien aimé les phases de vote aussi. C'est là où les personnages discutent le plus, on voit le plus leur caractère, ce qui marche bien entre eux ou pas. C'est cool à voir. Et j'ai trouvé ça un peu moins intéressant. Les méchants de la saison, personnage avec sa drogue, il est pas chiant comme beaucoup de monde dit, mais le sujet de la drogue c'est pas ce qui est le plus intéressant dans un domaine où tout le monde est prêt à mourir ou à tuer des gens pour de l'argent. Et celle de la sorcière divinatrice, elle est chiante. La foi aveugle, c'est pas bien non plus. En fait, tout ce qui fait perdre du discernement au personnage, la foi aveugle ou la drogue, c'est très peu intéressant dans ce contexte-là. Juste ça, et le fait que c'est pas une saison complète, c'est des trucs qui m'ont perturbé. Et le fait qu'il n'y ait pas de drama non plus. Le reste, c'est très cool. Peut-être que la saison 3 sera au niveau, hein. On sait pas. Ouais. Enfin, un épisode enregistré. Je vais pouvoir faire le montage, la mise en ligne prochainement. Et vous aurez bientôt cet épisode chez vous, je pense. Moi, je vais peut-être faire une petite pause. Ça fait 50 minutes que j'enregistre et je le sens ici. Je pense qu'il y a moyen que j'enregistre l'épisode de la semaine 30 ce soir aussi.
Il n'y a que 4 œuvres, ça devait être plus rapide. Mais je fais une petite pause-gorge, je pense. J'espère que vous allez toujours bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dans cet épisode, ou me parler de quelques trucs que vous avez découverts récemment. On se retrouve prochainement pour continuer notre rattrapage de cette émission et se mettre à jour petit à petit. Ça va le faire à un moment, hein. Et j'espère un jour prochain en live, ça fait trop longtemps. Je veux discuter en live. Je me suis mis à jour sur le jump petit à petit. Il y a eu des périodes où j'en avais 4 de retard, là je suis à jour. Donc ça, au moins je suis pas en retard là-dessus. Mais j'ai plein de gaming en retard que j'aimerais bien avancer en live. On se retrouve prochainement sur internet. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. Comme bientôt.